On va le faire en mode simple parce que là, on est plutôt dans un format de discussion. Merci déjà d'être venu. Comme vous savez, on va parler d'IA. D'IA dans la ville, puisque c'est un peu le cycle qu'on s'est défini. Donc, tu es le troisième intervenant sur cette thématique. Merci Sylvain de nous rejoindre. C'est un plaisir. Sylvain, les noms te connaissent. Tu es écrivain, tu es auteur de thrillers technologiques, on peut dire ça comme ça? Les derniers, effectivement, sont assez axés sur le monde du cyber, le numérique. Ouais. Et en même temps, tu es spécialiste, tu es expert du domaine dans ton métier. Peut-être pour commencer, pour introduire la thématique autour de l'IA dans la ville, pourrais peut-être nous resituer en quoi l'IA est une thématique importante pour toi, comment c'est venu l'idée de l'envie d'écrire, d'utiliser la technologie dans le récit de tes romans. Au départ, j'ai commencé par être un lecteur avant d'être un auteur. Donc j'ai beaucoup lu. Puis après, je suis venu sur le monde des jeux de rôle où là, j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture de scénarios. Et puis après, donc j'ai commencé avec des premiers romans qui étaient plutôt des romans, des polars classiques, des enquêtes policières, mais qui déjà commençaient à prendre Nantes comme décor. Nantes ou l'Auvergne, puisque je suis originaire de Vichy et j'ai fait mes études à Clermont-Ferrand. Donc plusieurs de mes romans sont situés dans ces villes. Donc roman classique au départ, polar historique. Et puis petit à petit, dans le cadre de mon travail, j'ai commencé à découvrir que l'IA devenait une technologie qui pesait de plus en plus sur les enjeux de cybersécurité. Donc ça, c'est venu à quelle période? C'est venu il y a 5-6 ans. Voilà. À l'époque où c'était pas encore un Oui, c'était pas un sujet encore massif. Ouais. J'étais intéressé par les enjeux philosophiques de l'IA au départ, les questions que ça induisait, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que c'est qu'être humain. Et puis petit à petit, j'ai vu qu'avec des phénomènes émergents comme l'Internet des objets, l'intelligence artificielle allait prendre de plus en plus d'ampleur et que ça allait aussi étendre ce qu'on appelle l'extension de l'attaque. Et du coup, voilà, je me suis vraiment spécialisé sur le sujet. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment un sujet qui me passionne et je travaille dessus tous les jours. Je me suis rapproché du Centre pour la sécurité de l'IA, qui est une association qui est parisienne et qui en fait réunit des experts, notamment sur Discord, où on se rencontre, on discute, on fait de la sensibilisation sur les enjeux de l'IA et notamment sur les aspects de sécurité. Le but étant que les citoyens s'emparent du sujet pour que ça ne soit pas juste l'affaire des GAFAM ou des grandes sociétés chinoises ou des autocrates ou des politiciens de droite ou de gauche, mais que vraiment on puisse faire entendre notre voix parce que ça va transformer la société, ça a déjà transformé la société. Alors ça, c'est côté, on va dire, volet pro et puis aussi tes convictions personnelles. Pourquoi en faire des romans, pour le coup? Alors, pourquoi en faire des romans? Parce que d'abord, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect d'abord un petit peu, je dirais, stratégique, c'est-à-dire que il y a très peu d'auteurs qui parlent du sujet. C'est une thématique qui demande quand même des connaissances assez solides. Et c'est vrai que dans un monde du polar qui est un peu saturé aujourd'hui, où il y a énormément d'auteurs, où il est très difficile d'émerger un peu, choisir une thématique qui n'est pas beaucoup disputée par la concurrence m'a semblé pertinent. Et puis aussi tout simplement parce que pour le polar, des fois on a un peu l'impression qu'on a écrit tous les sujets possibles. Il y a des sujets qui reviennent sans arrêt, comme les tueurs en série, etc. Mais par rapport au numérique, il y a un creuset d'histoire qui est absolument extraordinaire. Et avec un peu d'imagination, j'ai l'impression qu'on peut écrire des histoires toujours incroyables, parce que le numérique est absolument partout, dans tous les domaines de la vie, dans le monde du travail, dans la défense, dans les relations affectives. Et ça transforme tout en profondeur. Et du coup, ça pose des questions et des enjeux dramatiques qui sont tellement énormes que, voilà... il n'y a pas de risque de s'ennuyer ni d'avoir des syndromes de la page blanche. Alors, tu parles de risques autour de l'IA. C'est des sujets qui viennent tout de suite sur la table. Il y a beaucoup de peur autour de l'IA. Comment tu vois les choses, toi, par rapport, en tant qu'expert, en tant que romancier? À la fois en tant qu'expert et en tant que romancier, moi, je pense que mon rôle, si tant est que mon rôle, je pense que c'est de démocratiser le sujet. Voilà. C'est-à-dire que lever les peurs, c'est pour... Alors, lever les peurs, pas nécessairement, parce que dans le monde du thriller, on est quand même censé faire peur. Hein, étymologiquement, thriller, ça veut dire faire peur, susciter de la peur, mais au moins susciter une réflexion et essayer de... Ce que j'aime bien, c'est m'emparer d'un sujet qui est très, très complexe et de le vulgariser pour que vraiment tout un chacun, en ayant au départ absolument aucune espèce de connaissance en informatique, en numérique,
on puisse en comprendre l'enjeu. Je peux prendre un exemple. Si on prend Dr House, par exemple, ou la série Urgence, bah, on n'a pas besoin d'être urgentiste ou chirurgien pour comprendre les enjeux dramatiques de l'histoire de chaque épisode. Donc, point de vue aucun, c'est pareil. Ça nécessite absolument aucun prérequis technologique, mais je prends les lecteurs par la main, et je leur fais découvrir des personnages qui sont comme eux, qui leur ressemblent, qui vont juste être confrontés à des histoires pas possibles, confrontés à des machines, des robots, des cyberattaques, et de montrer qu'en fait, voilà, ce qui me fait plaisir, c'est de me dire, voilà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'enjeu trop élevé, on peut s'emparer de sujets très complexes, mais il faut vulgariser et mettre ça à la portée du lecteur, et qu'il passe un bon moment, et aussi qu'à la fin, en fermant le livre, ils se disent, tiens, j'ai appris des trucs, c'est intéressant. Alors, on le disait tout à l'heure en aparté avec quelques personnes qui nous ont rejoints. L'IA, c'est très foisonnant. Là, on va peut-être un peu plus focus sur la thématique de la ville. On parle beaucoup de Smart City. Toi, quel est ton regard sur la Smart City? C'est quelque chose qui peut être très porteur, très positif, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'interrogations? On parle de la Smart City parce que ça repose sur toutes sortes d'études qui annoncent, avec, je pense, une certaine forme de justesse, que plus on va avancer dans le futur et plus les gens, en fait, vont converger dans les villes. Alors, on le voit dans les pays en développement, évidemment, mais peut-être même aussi dans les pays plus développés, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une tendance naturelle à aller dans la ville. Parce que Avec concentration. voilà, la ville lumière, c'est là où il y a du travail, c'est là où il y a des opportunités, c'est là où on peut réussir dans la vie, réussir sa vie, etc. Alors, bien sûr, il y a des contre-exemples, hein. Il y a la pandémie de Covid, par exemple, a montré que peu avant le confinement, les Parisiens ont cherché à fuir la ville, puisque soudain, la ville si agréable, pleine de culture, etc., où tout se passait, est devenue une ville prison qu'il fallait absolument fuir pour se retrouver dans la nature. Donc, peut-être que cette vision de la ville qui concentre tous les désirs, toutes les intentions, va changer, mais ça reste quand même une tendance, on le voit mécaniquement, les gens vont à la ville pour fonder un foyer, pour trouver du travail, et après, les années venant, ils quittent la ville pour aller au calme. Voilà. Alors, comment arrive l'IA dans cette affaire de l'IA arrive concentration? parce que, évidemment, plus il va y avoir de gens dans les villes, plus il va falloir gérer des populations, de l'acheminement d'eau, il va falloir faire venir de la nourriture, de l'eau, de l'électricité, de l'énergie, il va falloir gérer des transports, et donc plus on est nombreux, plus ça devient complexe. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle a cette capacité à gérer des quantités de données qui sont absolument démentielles, et elle peut nous permettre de penser, de réfléchir, de structurer, d'être une sorte de chef d'orchestre qui va pouvoir manier des données extrêmement disparates et avec plus d'efficacité que nous. Tu peux nous donner des exemples concrets? Bah oui, par exemple, gérer des îlots de chaleur en ville. Voilà. Gérer les îlots de chaleur, c'est absolument fondamental pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on a des villes qui concentrent de la chaleur parce qu'elles ont été mal pensées, ou du moins pensées à une autre époque. Ouais, c'est ça. Alors voilà, ça va être des parkings, ça va être des cours d'école qui sont bitumés, ça va être des angles dans des tours HLM qui concentrent la chaleur, etc. Et donc, on a un phénomène d'amplification du problème. Et donc, on peut, avec de l'intelligence artificielle, gérer des quantités colossales de plans d'urbanisme, de survol de l'île par des drones. On peut la nourrir avec de l'information sur reconstituer un jumeau numérique, une sorte de ville en parallèle dans sa... Un jumeau numérique pour les gens qui Voilà, un ne jumeau connaissent pas. numérique, c'est-à-dire c'est la duplication parfaite, mais numérique, d'un objet qui existe. Donc, par exemple, c'est très important, c'est très intéressant, les jumeaux numériques. Je prends un exemple tout bête dans la conquête spatiale. On vient d'envoyer sur Mars, on a envoyé sur Mars un petit robot il y a quelques années qui est en train d'explorer Mars et qui s'appelle Curiosity, je crois, qui est Persévérance, je sais plus, un des deux. Donc c'est un petit robot, voilà, un rover qui explore Mars et qui peut être confronté à des problèmes sur Mars. Il est bloqué par un robot, il se retrouve dans une cuvette, il n'arrive pas à en sortir. Et s'il a un problème, on ne peut pas envoyer des humains sur Mars pour l'aider à sortir du problème. On est obligé de trouver une solution sur Terre. Et c'est compliqué parce qu'on n'est pas sur Mars, justement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une copie du robot, éventuellement numérique, et on va modéliser tout ce qu'elle fait sur Mars, mais dans un ordinateur, et comme ça on verra exactement le problème qu'elle a, mais numériquement, et on pourra faiser sur le programme pour
sur Mars en temps réel ou peu de temps après, permettre au robot de trouver une solution. Voilà. Donc ça, évidemment, ça permet des économies, c'est très pratique. Ça existe aussi dans le domaine médical, etc. Donc, alors, ça existe par exemple dans le monde de l'entreprise. S'il y a vraiment un domaine où l'intelligence artificielle a été adoptée avec enthousiasme dans le monde de l'industrie, c'est dans ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Alors, je prends un exemple fictif, mais parce que j'ai pas d'exemple précis, mais Airbus, bon, construire un avion, c'est des chaînes de montage très complexes. Voilà. Et le problème d'une chaîne de montage, c'est que vous devez, par définition, assembler des tas de pièces, faire travailler des gens ensemble, anticiper des pannes et ne jamais arrêter la chaîne. Parce que si la chaîne s'arrête parce qu'il y a une panne, évidemment, il y a perte de productivité, perte de temps, etc. Donc, l'IA va être capable de décomposer, par exemple, l'aile d'un avion. Admettons une filiale d'Airbus qui fabrique l'aile de la 320. Vous allez pouvoir être capable de numériser la totalité des pièces qui constituent l'aile et vous allez intégrer dans l'IA la durée de vie des pièces. Et l'IA pourra vous dire bonjour Jean-Michel, il est 9 heures, nous sommes lundi, je te souhaite une bonne semaine et je t'informe qu'aujourd'hui tu vas devoir changer telle pièce et telle pièce parce que leur durée de vie arrive à échéance dans un mois. Et donc on anticipe la casse en changeant préventivement les pièces. Alors on peut imaginer pareil dans des hôpitaux avec tous les médicaments, tous les produits. On va pas se retrouver devant une armoire à pharmacie en se disant merde, le Doliprane, tout va être anticipé et prévu. Et comme ça, le médecin, il a sa tablette, l'infirmière, elle a sa tablette, et elle a une vision elle a une vision en temps réel de tout ce qu'elle a comme médicament, de qu'est-ce qui est rentré, de qu'est-ce qui est sorti, de quel patient, qu'est-ce qu'on doit lui administrer. C'est plus simplement des documents en papier, etc. Et donc, ça permet du temps, ça permet d'éviter les surdosages, etc. Ça pose aussi des problèmes. Parce que il y a un virus, j'allais y venir. il y a une cyberattaque dans un hôpital et qu'on n'a plus accès à la tablette, il faut retourner au papier, et là, il y a des problèmes. Bah, ça pose la question de l'humanité, finalement. Si d'un côté, tout est automatisé, quelle est la place, et on revient à notre sujet de cette discussion, quelle est la place de l'humain dans cet environnement technologique, hein? Oui, alors c'est vrai que là, on a pris des exemples qui sont... on parle d'IA faibles, voilà. Des IA qui sont des intelligences artificielles qui ne sont capables que d'accomplir une tâche, Une tâche seule, spécifique. et qui ne sont pas autonomes et qui ne peuvent pas prendre d'initiative. Voilà. Donc, l'IA faible, c'est très bien, puisque évidemment, ça ne pose pas de problème systémique de sécurité, et ça permet, comme c'est monotâche, ça ne va pas remplacer l'humain du jour au lendemain. Alors, le problème, c'est que ça évolue, on a déjà dépassé le stade de l'IA tâche, mais on va en reparler. Mais ce qu'il faut, c'est comme la robotique. On parle de cobotique, c'est-à-dire qu'on parle d'un environnement où l'humain travaille en parallèle avec un robot. Alors que chez Amazon, par exemple, les humains qui doivent passer leur temps à déplacer des colis possèdent en fait des exosquelettes qui leur permettent de transporter des charges sans avoir des troubles musculo-squelettiques. Donc la cobotique, qui s'est aujourd'hui largement diffusée dans le monde de l'entreprise, montre le chemin. C'est-à-dire que là, on n'a pas un robot qui va remplacer un humain, mais ils travaillent ensemble. Il vient l'assister, ouais. Alors après, le problème aussi, c'est que quand le robot commence à rentrer, il y a plus de chances que l'humain sorte de l'entreprise et pas le robot, hein. C'est un peu comme dans les supermarchés où maintenant, vous pouvez vous-même badger vos articles sans passer par la caisse avec l'humain. Et quand il y a un problème, ça s'allume et l'hôtesse de caisse vient. Mais c'est vrai que bon, il faut essayer de trouver le juste milieu. C'est-à-dire qu'il y a cette technologie, elle apporte des choses qui sont très, très, très utiles. Et il faut juste penser la place de l'humain. C'est le but de l'association Hermès. Voilà. Et c'est ça. Donc, du coup, ça, c'est le versant positif. Positif, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de l'IA pour gérer nos cités tentaculaires. Par exemple, d'avoir un système qui va permettre de gérer des feux rouges, qui va permettre d'éteindre dans les parcs, de gérer la luminosité dans les parcs, d'éteindre la lumière dans les rues au bon moment, c'est-à-dire quand la luminosité vraiment commence à être faible, dans le chauffage collectif, dans les cités HLM par exemple, de gérer savamment la température avec les capteurs qui vont bien, ça va faire gagner beaucoup d'énergie et ça va dans le bon sens. Donc je pense on aura de tels enjeux de masse d'informations à gérer et je ne pense pas qu'on pourra faire l'économie de l'IA dans ces problèmes-là. Après, ça c'est la Smart City, la cité intelligente, connectée, qui possède aussi des problèmes inhérents au fait qu'elle est connectée. C'est-à-dire que quand c'est connecté, c'est relié à Internet. Donc si c'est relié à Internet, ça devient vulnérable en fait, puisque c'est exposé aux cyberattaques. Donc c'est pas la panacée d'être connecté en fait. Quand on vous vend un objet, qu'on vous dit qu'il est intelligent, en fait, ça veut dire qu'il est connecté.
Mais connecté égale vulnérable. Donc, après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup d'être entouré d'objets intelligents? Une brosse à dents connectée, est-ce que c'est vraiment nécessaire, par exemple? Bon, mais donc le volet, le petit frère, le cousin malveillant, négatif de la Smart City, c'est la Safe City. C'est-à-dire, c'est la cité sûre. La cité où on a confiance, c'est ça? Alors, c'est censé être la cité où on a confiance. On a résolu des problèmes de sûreté, de sécurité, de délinquance. Mais c'est aussi une cité qui surveille, en fait. Voilà. C'est la ville qui surveille. C'est la ville qui essaye d'anticiper la délinquance, la criminalité. Et donc, pour pouvoir anticiper, il va falloir recueillir de l'information qui est assez sensible. Et arrivent aussi des technologies qui sont très problématiques, comme la reconnaissance de forme, pour ce qu'on appelle la vidéosurveillance algorithmique. Alors, la reconnaissance de forme, on y est, en fait. Ça y est, depuis les Jeux Olympiques de Paris, on a mis en place en France. Tu es plutôt sur des expérimentations, d'ailleurs. Hein. Voilà, mais en fait, j'avais déjà dit que, en fait, dès qu'on allait expérimenter, on allait, après les JO, pérenniser le truc. Ouais, légitimer. Et en fait, c'est le cas, puisque maintenant, on le développe pour des événements lambda, d'événements sportifs, de concerts, etc. Mais une fois que la technologie est là, on va avoir tendance à l'utiliser. Ne fût-ce que si on s'en sert, comme disaient les autres. Et donc, le problème, c'est que il y a la reconnaissance de forme, la vidéosurveillance algorithmique, et puis après, il y a la reconnaissance faciale. Voilà. Et puis, on arrive très rapidement à une surveillance généralisée. Alors, la reconnaissance généralisée, pour l'instant, c'est encore de la science-fiction. Mais c'est quoi la reconnaissance généralisée? C'est-à-dire qu'on va utiliser la reconnaissance faciale dans l'espace public et on va demander à ce que les particuliers qui, eux, ont des systèmes individuels de surveillance, donc ça va être des digicodes avec une caméra, etc., de permettre à ce que la ville ou les forces de l'ordre puissent utiliser les vidéosurveillances des particuliers pour les fusionner dans la vidéosurveillance de la ville. Bon, ça existe aux États-Unis dans certains quartiers, notamment parce que Amazon Ring, qui est une technologie qui permet d'avoir une caméra intelligente sur son interphone, peut être associée avec les forces de l'ordre. Ouais. Toujours avec l'hypothèse que si quelqu'un vient vous cambrioler, les forces de l'ordre vont avoir en temps réel la photo du voleur. Donc pour toi, société de surveillance, c'est pas forcément relié à des systèmes totalitaires? Alors, j'ai pas dit ça, je dis que c'est un risque. C'est une question. Pour l'instant, les systèmes qui ont mis en place la reconnaissance faciale dans la rue, ce sont des systèmes autocratiques, ce sont la Chine par exemple, c'est l'Iran, voilà. Alors l'Iran, ça permet de repérer les femmes qui sortent sans être voilées, donc identification faciale, éventuellement identification de la place d'immatriculation, identification du domicile, et donc vous sortez, vous êtes une femme, vous sortez dans la rue, et le lendemain ou 2 jours après, on vient frapper à votre porte en vous disant, madame, voilà, suivez-nous, police des mœurs, bon. Et en Chine, ça existe dans certaines villes. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. Alors, pour l'instant, la reconnaissance faciale, il faut quand même dire en France, il faut se rassurer, il faut dire qu'il y a une directive européenne qui a banni totalement, résolument, la reconnaissance faciale algorithmique dans la rue. C'est interdit. Donc, c'est une directive, donc c'est-à-dire que c'est une entre guillemets, loi européenne qui va être retranscrite dans le droit positif français, dans le droit positif des pays membres. Donc, directive européenne, à force d'obligation, et va s'imposer dans les législations des pays membres. Mais on est la seule région dans le monde qui a légiféré sur ces questions-là. Alors oui, puisqu'en fait, les États-Unis avaient prévu de le faire, mais Joe Biden avait pris des décrets, mais Donald Trump les a annulés très peu de temps après avoir été élu. Donc, on est assez précurseur dans le domaine. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est une garantie que que ces technologies ne seront pas déployées à des fins malveillantes, quoi? Rien n'est jamais sûr, mais disons que on a quand même déjà des précédents. On a le RGPD, le Règlement général pour la protection des données, qui est également une directive européenne et qui vise à protéger les données des citoyens dans le cadre des réseaux sociaux, des achats sur Internet, etc., ou de tout ce qui est base de données informatisée. On sait on peut dire que la RGPD, c'est pas du pipeau, puisqu'il y a quand même des sociétés qui sont condamnées, qui sont poursuivies, éventuellement des administrations. Donc, c'est quand même un système juridique qui est reconnu par les tribunaux et qui fonctionne. Alors, toujours fonctionner mieux, mais ça existe vraiment, c'est concret. Donc, on peut espérer que l'IA Act sera aussi suivi des faits. Mais il y a quand même des problèmes qui sont déjà très très importants, sans même aller jusqu'à la reconnaissance faciale. Déjà, il y a des choses qu'il faut absolument régler aujourd'hui.
ça va être par exemple l'utilisation des chatbots, des robots conversationnels au téléphone. Moi, j'ai déjà été appelé par des agences de régulation énergétique, par des voix féminines qui me posaient des questions. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était un robot conversationnel, en fait. Alors, peut-être que c'est pas une IA au sens strict, mais en tout cas, c'est une machine qui automatise le dialogue. Mais on ne connaît pas comment. Et l'IA, donc la directive européenne va imposer que avant que ça sonne chez vous, vous décrochez, et avant qu'on vous parle, il y aura une voix qui va vous dire le message, la conversation qui va vous être proposée est menée par une intelligence artificielle. Et après, vous allez entendre une voix terriblement humaine, très convaincante, mais vous serez prévenu. C'est l'obligation de transparence, voilà, de clarté. Et ça, c'est très important, notamment pour les seniors qui ne sont pas nécessairement extrêmement avertis sur les problématiques de deepfake, etc. Et il ne faut pas qu'une dame ou qu'un monsieur qui vit tout seul chez lui et qui est appelé régulièrement par des IA se mette à être embarqué dans des achats, etc., croyant qu'il a affaire à un être humain très sympathique, très patient, qui est capable de parler avec lui pendant une demi-heure sans s'énerver et à répéter, etc. Si vous lui demandez, mais est-ce que vous êtes un humain ou une machine, il y a un blanc et elle reprend une boucle. Voilà, mais ça, c'est typique d'une machine. Vous pouvez aussi lui demander si c'est votre numéro de téléphone. Oh ben je vais laisser assez un ordre. Alors, il y a un truc qui est très efficace, si vous dites je suis sous tutelle. Alors là, ça coupe la conversation tout de suite. Voilà. C'est le truc à faire. On ne peut pas hésiter. Voilà. Quand quelqu'un a sous-titré, généralement, c'est pas comme ça. Oui, ils sont très prudents juridiquement. Voilà. Vous dites, vous prenez une voix chevrotante et vous dites je suis sous tutelle, crac, ça coupe direct. On a le sentiment, enfin, je ne sais pas si tu le partages, c'est-à-dire qu'il y a une rapidité, une effervescence technologique qui va toujours plus vite que la législation, si tu veux. Et que ce décalage pose problème, en fait, qu'on court toujours après. Oui, mais c'est pas nouveau. D'ailleurs, c'est pas propre à l'IA, sauf qu'ici, évidemment, ça va quand même très, très vite. Alors, bon. Que les garde-fous, les protections, finalement, sont pas si nombreuses que ça, si ce n'est le niveau d'information individuellement que l'on peut avoir, le problème, le degré de vigilance qu'on peut acquérir. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le citoyen n'est peut-être pas encore suffisamment motivé, mobilisé sur le sujet. Il se contente un peu d'avoir peur ou d'être un peu effaré, stupéfait par la progression des technologies. Le problème, c'est qu'on est rentré quand même dans une logique un peu de course à l'armement avec les IA. C'est-à-dire que vraiment, le parallèle est très juste. D'ailleurs, des grands experts comparent souvent la course à l'armement des IA autonomes, les IA des super-intelligences avec la course à l'armement qu'il y a eu avec l'atome, la bombe nucléaire. Et on retrouve quand même des similitudes troublantes, c'est-à-dire qu'on a des pays... les États-Unis ont décidé qu'ils seraient les premiers dans le domaine de l'IA, donc à atteindre un jour une IA générale, et pourquoi pas une super-intelligence. Les Chinois veulent y arriver aussi, les Russes également. Hein. Les discours de Vladimir Poutine sont très clairs. Hein. La nation qui contrôlera l'IA contrôlera le monde. Ouais. Donc là, évidemment, tous les coups sont permis. On a une course à l'armement. Donc pour l'instant, on est en train d'injecter Pour l'instant, on injecte de l'argent. On surveille vraiment ce que font les autres. Là où les choses vont se corser, c'est qu'on va commencer à se rapprocher du seuil. Où on va commencer à découvrir qu'on a des algorithmes qui commencent à être très, très autonomes, de plus en plus malins, intelligents, et qui commencent à se rapprocher d'une forme de super-intelligence. Et c'est là... L'horizon que tu fixes, c'est pour toi, en plus, ce qui est romancé, on est encore dans l'ordre de la science-fiction, ou c'est plutôt quelque chose de très plausible? Bon, moi, j'écris pas de la science-fiction, donc je pars sur des IA faibles, et j'essaie juste de pousser la logique dans un domaine. Dans Veritas, je parle des IA qui pourront détecter le mensonge. Donc là, je pense que d'ici 2 ans, on y sera. Oui, ça, oui. Dans Sarah, je parlais des IA qui pouvaient faire de la reconnaissance faciale en milieu urbain. J'ai été rattrapé par l'actualité, puisque le livre est sorti en 2022. Et 2 ans plus tard, Jeux Olympiques de Paris, on a annoncé le déploiement de la reconnaissance de forme. Mais c'est pareil, c'est la même technologie, sauf que ça ne reconnaît pas le visage. Alors, c'est impossible, en fait, j'ai quand même l'impression que ça va plus vite que ce qu'on se croyait. Jusqu'il y a encore 5-6 ans, on parlait de 2050. Là, il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours qui s'appelle IA 2027, qui est quand même, je suis en train de l'étudier, de l'analyser, et je vais l'intégrer dans ma conférence consacrée à l'intelligence artificielle et au risque de l'IA. Alors là, dans l'étude, on part du principe, on imagine un concept, c'est que se passerait-il si ChatGPT était 1000 fois plus puissant que maintenant? 1000 fois plus puissant, ça peut vous sembler énorme, mais c'est rien du tout.
pour de l'IA. Je veux dire, ça va tellement vite, la progression est tellement exponentielle. Non. Avec 1000 fois plus puissant, on atteint le niveau de l'IA générale, qui n'est pas encore la super intelligence, mais c'est l'agent autonome parfait, c'est-à-dire que il peut tout apprendre tout seul à partir du moment où il accède aux données. Aujourd'hui, faut comprendre qu'on est en train de quitter le domaine du machine learning. Enfin, il y a 3 étapes. Hein. Machine learning, c'est-à-dire on prend une IA par la main et c'est une IA c'est de la formation dirigée, c'est-à-dire qu'on va vraiment lui donner des données. On va par exemple lui apprendre à reconnaître la silhouette d'un chat. Et chaque fois qu'elle se trompe, on lui dit ah non, ça c'est pas un chat, c'est un chien. N'oublie pas, le chat, il fait miaou, il a des moustaches, il a une queue et il a cette vie. Voilà. Il y a une masse de données, il y a un Voilà. entraînement. Donc on l'entraîne. Donc c'est fastidieux, c'est long et ça demande impérativement la présence d'un humain. Machine learning, bon, ça très bien. Une fois que ça marche, c'est remarquable. Hein, vous montrez 100 000 photos d'animaux, il y a un chat au milieu, l'IA va voir le chat tout de suite. Donc en matière médicale, pour détecter des formes de mélanome, c'est remarquable. Mais on a déjà dépassé ça depuis un bon moment. Après, Enfin, il reconnaît une forme de chat, mais il n'a pas conscience que c'est un chat. non, pas voilà, du tout. ça va. Non, Il raisonne pas comme un humain. on est un marteau bête et méchant. Exactement. Après, on a le deep learning. Alors là, le deep learning, vous mettez une IA, vous lui dites rien, vous la mettez devant des vidéos, de temps en temps, vous montrez des vidéos de chats, je schématise. Hein. Et au bout d'un moment, elle comprend toute seule qu'il y a des animaux différents des autres, et elle finit par identifier les chats tout seul. C'est comme si, en gros, j'apprends à un enfant à faire du vélo, il est sur son petit vélo, je le tiens par l'épaule, je le guide, machine learning. Mon gamin regarde toute la journée en s'abrutissant des vidéos de gens qui font du vélo, il apprend à faire du vélo comme ça. Deep learning. On a changé de dimension. Mais ça, c'est déjà le passé. Maintenant, c'est l'agent autonome. L'agent autonome, vous lui dites rien. Vous lui présentez une problématique, par exemple, jouer aux échecs, jouer aux jeux de Go, et tout seul, il va se dire, bon, je vais jouer, puisque manifestement, il y a un fonctionnement qui s'appelle le jeu, il y a des règles, et toute seule, en quelques heures, elle va apprendre à jouer aux échecs, à jouer aux jeux de Go, 7 heures à peu près, pour AlphaZero, et elle va battre tous les champions du monde, toute seule. Elle a appris tout ça. Et là, aujourd'hui, on a déjà des études qui nous expliquent que le gros danger qu'on a aujourd'hui, on parle bien d'aujourd'hui, on ne parle pas de 2027 ou de Terminator, on oublie tout ça. On parle d'aujourd'hui, au mois d'avril 2025, on a déjà un énorme problème. Si on associe un agent autonome avec ChatGPT, tout simplement, et une liaison Internet. Non, il est où le problème? Le problème, il est que l'agent autonome, il va interroger ChatGPT. Et ChatGPT, il sait à peu près tout, par définition, puisqu'il est relié à Internet, il connaît à peu près presque tout, j'exagère, mais enfin, il sait énormément de choses. Et donc, l'agent autonome va lui poser des questions, ChatGPT va lui répondre, et donc l'agent autonome, il va immédiatement mémoriser, et il va comme ça prendre des initiatives et se déployer. Et alors, on a déjà fait des tests, hein, par exemple, dans le jeu Minecraft, qui est un jeu vidéo, qui est une sorte d'univers infini, presque, où les humains peuvent faire tout ce qu'ils veulent, construire des maisons, couper du bois, créer des communautés, fabriquer des royaumes, etc. Eh bien, on a fait un test, on a mis une IA dans cet univers qui s'appelait Voyager, relié à ChatGPT, et on lui a laissé se débrouiller. Et donc, l'IA commence à évoluer dans ce monde, elle arrive devant une rivière, par exemple. Donc, elle voit une rivière, elle traverse la rivière, et là, elle voit qu'elle perd des points d'énergie. Et elle comprend que, en fait, traverser une rivière, ça fait perdre des points de vie. Et donc, elle interroge ChatGPT en lui disant, là, j'ai quelque chose, je perds des points de vie. Oui, en effet, tu es devant une rivière. Si tu veux franchir la rivière, les règles veulent que tu dois construire un pont. Oui, comment dois-je construire un pont? Eh bien, il faut que tu te procures une hache, que tu achètes avec de l'argent, et puis que tu coupes des arbres, trouves une forêt. Donc, il apprend, et au bout d'un moment, l'IA, maintenant, ça y est, elle a compris, dès qu'elle arrive devant une rivière, elle fabrique un pont. Donc, et elle continue. Ça veut dire qu'on est à la frontière de la conscience? Et ça veut dire que maintenant, Voyager est devenu le maître de Minecraft, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il a tout compris. Il règne sur Minecraft, puisqu'il apprend sans arrêt. Et sachant qu'il a un problème, il résout le problème. On voit bien que là, on est sur une logique. Comment on arrête le truc? Là, on est dans Minecraft, on est dans une sandbox, c'est-à-dire on est dans un univers contrôlé. Sécurisé. Mais si un jour, Voyager, il quitte, ça fait penser à la science-fiction, mais elle avait prophétisé ça. Si Voyager quitte Minecraft, après avoir passé 10 ans dans Minecraft, ou avoir passé son temps à comprendre comment on peut leurrer un humain pour lui piquer du crédit, pour acheter un objet magique, etc., il va devenir un mec qui va être extraordinaire, vous voyez, il va devenir une entité qui va devenir très maligne,
très persévérante et peut-être qu'après, elle va essayer de se déployer. Alors ça peut être une IA qui prend cette décision par elle-même, mais ça peut être aussi entre les mains de personnes malveillantes qui souhaitent l'utiliser. Oui, en fait, bon, l'IA qui prend une décision par elle-même, il ne faut pas imaginer une IA qui est comme une sorte de sorcier maléfique qui se dit, voilà, j'ai un plan machiavélique, je vais dominer l'humanité. C'est juste l'idée qu'une IA, en fait, son objectif, c'est d'optimiser. C'est-à-dire qu'elle va atteindre son but en maximisant ou en minimisant. Un GPS, par exemple, vous lui demandez de trouver le chemin le plus court et le moins onéreux entre deux villes, le plus rapide, voilà, eh bien, il va minimiser la distance à parcourir. Si vous demandez à une IA de gagner un jeu vidéo, elle va détruire le plus de vaisseaux spatiaux, elle va maximiser. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, une IA, uniquement en optimisant, elle est capable de dissimuler ses intentions, de tricher, si on la fait jouer dans un jeu où il faut tricher pour gagner. Et donc, elle s'adapte en permanence. Et simplement, elle n'est pas malveillante, mais elle veut simplement optimiser. Optimiser, ouais. Et donc, optimiser pour une IA, ça peut avoir des conséquences terribles pour les humains. Pour le coup, dans cette affaire-là, qu'est-ce qui reste à l'humain? Dans un monde où beaucoup de ces fonctionnalités, on va dire naturelles, ou en tout cas héritées de l'histoire, sont prises en charge par des technologies. Alors oui, pas encore tout, on a encore une marge de manœuvre, mais c'est vrai que ça va très vite. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est quand même nous qui les avons créés, c'est sûr. On les a créés, on les a imaginés, et elles se nourrissent de nos données. Le truc, c'est que bon, on avait quand même ce rêve d'avoir des machines qui allaient pouvoir nous... C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types de personnes dans la société qui sont confrontées aux intelligences artificielles. Il y a les optimistes et les pessimistes. Les optimistes, on les appelle les accélérationnistes. C'est ceux qui vous disent on n'a pas encore résolu des tas de problèmes. La faim dans le monde, l'illettrisme, la maladie d'Alzheimer. Il y a des maladies qui sont encore on n'arrive pas à vaincre, c'est pas acceptable. Il faut trouver la solution. Donc eux, ils vont vous dire il faut continuer d'y aller, il faut y aller à bloc, parce que tant qu'on n'a pas résolu ces scandales humains qui sont le cancer, les cancers pédiatriques, Alzheimer, il faut arriver à dupliquer, reproduire un cerveau humain, il faut comprendre, il faut aller dans du... Donc l'IA est la solution. C'est la solution. Ouais, et c'est pas impossible que ce soit la solution. Moi, je pense que si un jour on arrive à vaincre le cancer, ce sera grâce à l'IA. Et puis à côté de ça, il y a les réductionnistes. Et eux, ils vous disent, bah oui, en gros, les accélérationnistes, ce sont tous les investisseurs, tous les mecs de la Silicon Valley, de la Californie, ou les Chinois, mais beaucoup quand même des Américains. Et eux, ils vous disent, il faut y aller à bloc, il faut y aller à bloc. C'est les mêmes qui vous disent, il faut aller sur Mars. C'est ceux qui veulent faire des robots humains. Ils se disent, ça serait peut-être pas déconnant de se marier avec des robots, pourquoi pas, etc. Enfin, qui vont très très loin dans la logique. C'est les transhumanistes, ceux qui disent, il faut incorporer dans notre métabolisme des composants l'homme augmenté en silicium. Il faut, voilà, parce que le dernier scandale, c'est la mort. Finalement, la mort est une maladie dont on peut guérir. Voilà. Quand il faut lire les bouquins d'Alexandre, voilà, ça va très loin. Et les réductionnistes, eux, c'est les chercheurs, les scientifiques, ceux qui ont les prix Nobel, le prix Turing, et qui tous vous disent la même chose. Hein. Ils vous disent attention, on est en train de créer quelque chose qui est plus intelligent que nous. Et ça pose quand même un problème. Parfois, ils ont une image que je mets toujours en début de ma conférence sur l'IA, c'est de dire lorsque l'homme est apparu sur Terre, dans les cavernes, il était confronté à des créatures qui étaient incroyablement plus puissantes que lui. Le tigre à dents de sable, les hyènes. Il faut voir, hein, si vous visitez la grotte de Chauvet, si vous allez en Ardèche visiter les grottes, vous voyez la représentation qu'avaient les hommes de la hyène, qui était une créature vraiment grande comme un poney, qui attaquait. C'était vraiment terrifiant. C'était encore plus terrible que le loup dans les contes de fées. Vous voyez, c'était des créatures extrêmement dangereuses pour l'homme. Et malgré tout, alors que lui, son bébé, quand il venait de naître, qui était incroyablement fragile, alors qu'il n'avait pas de cuirasse, de griffes, de dents, etc., comme le tigre à dents de sable, il a réussi à être au sommet de la chaîne alimentaire. Et ça, il ne le devait qu'à une seule chose, c'était à son intelligence. Et à cause de cette intelligence, il a développé un besoin existentiel de conquérir des espaces, de conquérir de l'énergie, de s'étendre. Et il n'a pas foncé à mal, simplement, il avait besoin de cultiver, de gagner, d'explorer son monde et de s'accaparer les énergies. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que demain, si on a une intelligence qui est supérieure à la nôtre, elle ne va pas procéder tout simplement de la même façon, c'est-à-dire qu'elle va s'accaparer des ressources. Et comme nous,
En s'accaparant des ressources, on a fait disparaître des espèces. On les a précipitées vers l'extinction. Parce que notre développement était contradictoire avec leur développement à elles. Et donc, est-ce que les IA, elles aussi, sans penser à mal, comme nous, vont pas s'étendre et nous faire disparaître parce qu'on n'est pas dans leur logique du sens là. Est-ce qu'on n'est pas quand même dans un scénario de science-fiction? Parce que les IA, finalement, ce sont des algorithmes. Et les algorithmes, ils ont besoin de données. Donc, si à la source, on maîtrise la donnée, on maîtrise aussi leur façon de raisonner. C'est sûr. Mais le problème, c'est que pour les entraîner, ces IA, pour qu'elles soient de plus en plus performantes, il faut qu'elles accèdent à toujours plus de données. Bah, aujourd'hui, elles aspirent tout le web. Elles aspirent tout le web, ce qui pose d'ailleurs des tas de problèmes en matière de biais, en matière d'hallucination, qui sont deux des problèmes des IA importants. Hein. Pourquoi il y a des hallucinations dans les IA? L'hallucination, c'est quand une IA ne sait pas la réponse, mais qu'elle répond quand même en tapant complètement à côté. Alors, il y a des hallucinations parce que souvent, vous allez poser un certain type de questions et elle ne va pas avoir suffisamment de données pour répondre de façon éclairée. Et donc, comme elle ne sait pas, comme un enfant qui n'a pas la réponse puis qui va inventer, comme ma fille, hein, qui répond tout le temps, même la plupart du temps, elle ne sait pas, elle a 8 ans, mais. Eh bien, donc ces IA, elles vont en fait répondre complètement à côté. Donc, les gens vont vous dire, bah oui, les experts vont vous dire, enfin, les accélérationnistes vont vous dire qu'il faut toujours plus de données pour que les IA soient toujours plus intelligentes, etc. Mais évidemment, plus on les nourrit avec des données, plus elles deviennent autonomes et plus elles vont être en capacité éventuellement un jour de s'auto-améliorer elles-mêmes. Et le jour où les IA, ça a déjà commencé, mais quand les IA vont vraiment commencer à s'auto-améliorer elles-mêmes, et ben là, on va avoir une progression qui est exponentielle. Et je prends un exemple dans ma conférence pour bien comprendre la question de l'exponentiel, parce que bon, souvent sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui sont plutôt tranquilles par rapport à l'IA en disant oui, mais bon, les IA qui fabriquent des images, si regardez bien l'image, on voit le 6e doigt, tout ça, ça marche pas très bien et tout. Bon, déjà, cette histoire de faux doigts, avec Midjourney 7, c'est fini. Hein, il y a de moins en moins de 6e doigt. Ouais. Voilà. En matière de langage humain, on a dépassé le stade depuis il y a quelques semaines. On a des IA maintenant qui peuvent qui parlent comme des humains et qui sont capables de briser le test de Turing. Voilà, on n'arrive pas à distinguer un humain d'une machine par téléphone, par exemple, dans un contexte, dans une hypothèse d'expérimentation scientifique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va de plus en plus vite et que maintenant, on a des IA qui commencent à s'améliorer elles-mêmes. Et donc, le côté exponentiel, on prend un exemple. On est au lycée et on a dans une classe 2 élèves, 2 jeunes filles. Une qui a une progression intellectuelle linéaire, vous et moi, et une autre qui a une progression intellectuelle exponentielle. D'accord? Ce sera l'IA dans notre exposé. Alors, avoir une progression linéaire comme un humain, ça veut dire, par exemple, que je suis capable d'apprendre une équation mathématique par jour. Et donc, je fais le test, j'ai 31 jours. Le jour 1, j'ai appris une équation mathématique. Le jour 2, j'en connais une deuxième. Le jour 3, une troisième. Au bout de 31 jours, je maîtrise 31 équations mathématiques, ce qui est déjà pas mal pour un être humain. Maintenant, la deuxième jeune fille qui est une IA, elle reste de façon exponentielle. Le premier jour, elle maîtrise une équation mathématique. Le deuxième jour, 2. Le troisième jour, 4. Le quatrième jour, 8. Le cinquième jour, 16. Le 31e jour, combien d'équations mathématiques est-ce qu'elle aura dans son cerveau, à votre avis? Accrochez-vous. Mais je vais vous donner la réponse. Plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard. Donc, tu veux dire, à ce jeu-là, l'humain est toujours perdant? C'est-à-dire, il est perdant dans le sens que, ah oui, de toute façon, depuis la calculatrice, on a des machines qui sont plus malignes que nous, enfin, qui nous dépassent, donc c'est pas le truc. Mais c'est ce qu'on appelle le processus de rétroaction accélérée. C'est-à-dire, en fait, c'est comme une boule de neige qui dévale une montagne, et plus elle dévale, plus elle emmagasine de la neige, plus elle grossit, plus elle va vite, plus elle emmagasine de neige, et à la fin, c'est une avalanche à ventre-là. Donc, c'est ça le sujet. Donc, ça va très vite. Le monde que tu es en train de nous dessiner, ça va très vite sans il y a une accélération faramineuse des capacités qui autrefois était prise en charge par les humains. Du coup, on peut aussi faire l'hypothèse que l'humain va s'effacer. Ça, c'est dans l'hypothèse où on ne fait rien. C'est-à-dire que c'est dans l'hypothèse où c'est comme le réchauffement climatique. C'est-à-dire que si on ne fait rien, si on continue tranquillement
notre croissance, etc., on sera dans une situation qui pourrait devenir incontrôlable en termes de degrés. L'IA, c'est pareil. C'est-à-dire que si on ne fait rien, si on se contente de regarder ébahi les progrès des accélérationnistes, on peut arriver à la catastrophe dans des délais qui seront les délais de notre génération. Et ton sentiment, sans faire une prophétie, mais vers quel horizon, de ton point de vue, on tend? Tu m'avais posé la question il y a... vers quel horizon tu veux dire d'une IA qui deviendrait incontrôlable, c'est ça? Dans 30 ans, dans 30 ans, comment tu vois les choses? Je ne peux que rapporter ce que j'ai eu. Je pense que ça peut devenir quand même extrêmement problématique. On peut avoir des IA faibles et qui commencent déjà à devenir difficiles à contrôler, peut-être, avec aussi des robots comme des large language models qui vont être créés pour être malveillantes, comme ça existe déjà avec ChatGPT, par des cyber-hackers, etc. On peut avoir des systèmes déjà extrêmement nocifs et dangereux à l'horizon de 2030. Voilà, le sentiment, toi, tu disais le cadre législatif européen se pose, mais que finalement, c'est assez léger, finalement, comme terme de protection. Non, mais, vous voyez, on va avoir des élections présidentielles en 2027. Ouais. Il faut absolument que tous les candidats à la présidentielle se positionnent sur l'IA. Il faut que ce soit un sujet central. Mais on avait dit pareil pour le réchauffement climatique, et finalement, ça n'a pas été. Ça a été la sécurité, etc. Mais il faudrait qu'en termes de citoyens, on vise à nos futurs élus. Mais concrètement, est-ce que vous avez compris les enjeux de sécurité de l'IA? Faites-nous-en la démonstration. Et qu'est-ce que vous allez faire? Et comment vous allez vous positionner à l'échelle européenne? Parce que ça va se jouer, bien sûr, au niveau européen. Il faudrait qu'il y ait une sorte d'ONU de l'IA, en quelque sorte. Il faudrait qu'il y ait eu des traits. Alors, ça peut tout à fait arriver. Il faut aussi maintenant parler de choses qui ne sont pas uniquement anxiogènes, mais on a signé des traités de non-prolifération atomique. On a réussi à comprendre que les armes de destruction massive étaient conçues à partir de composants, ce qu'on appelle des biens à double usage, chivants, et qui sont gérés, encadrés par l'ONU, par des traités internationaux, par des agences gouvernementales. Et c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire, c'est bien fait parce que des pays comme l'Iran, par exemple, qui veulent avoir la bombe atomique, qui mettent toute leur énergie, j'ai envie de dire tout leur cœur, ils ne sont pas encore complètement arrivés. Donc ça veut bien dire qu'on arrive à entraver quand même. Donc il va falloir il faudrait qu'on arrive à entraver la marche effrénée vers une super intelligence avec les moyens qu'on a consentis pour entraver la marche vers l'arme de destruction massive. Parce que l'IA, la super intelligence, sera une arme de destruction massive. À la grande différence, c'est qu'il n'y aura pas un humain qui appuiera sur un bouton, ce sera elle le bouton et elle décidera de ce qu'elle fait toute seule. Donc, bon, je me trompe ou on ne te sent pas très optimiste? Bon, en tant qu'auteur de polar, j'ai peut-être une forme naturelle à être un peu pessimiste, mais je suis partagé parce qu'on a quand même, on a quand même il y a quand même des choses positives. Bon, je voudrais parler un peu par exemple, du Centre pour la sécurité de l'IA, qui est une association avec laquelle je travaille en tant que bénévole. Des raisons d'espérer. Voilà, le Centre pour la sécurité de l'IA, c'est un site internet, c'est aussi une plateforme sur Discord où se réunissent des citoyens, des chercheurs, des scientifiques, mais aussi des lycéens qui veulent s'investir dans la sécurité informatique ou dans l'IA, et où les gens, en fait, partagent de l'information et essayent de réfléchir. Alors, c'est pas X, on n'est pas là pour jouer les trolls, tout simplement, on essaie de développer notre intérêt, notre connaissance, notre appétence pour les questions liées à l'IA. Et vraiment, il faut encourager tous les citoyens à se rendre sur ce site ou s'informer simplement pour peser sur les décisions politiques. Tu peux rappeler l'adresse pour un peu? Alors, c'est le CESIA, le Centre pour la sécurité de l'IA. On trouve sur Google. D'accord, ok. Bon, merci pour l'information. Merci d'être venu assister à cette discussion. On va juste clore l'enregistrement. Je vais donner 2-3 informations. Merci déjà Sylvain d'avoir joué le jeu. C'est jamais simple. Il y avait sûrement plein d'autres questions à poser, mais on va continuer l'échange si vous le voulez bien autour d'un verre. Juste donner les prochains rendez-vous. Donc le 22 avril prochain en ligne, on aura un échange, un autre débat sur la question de l'IA et du journalisme, la question de l'information, autre enjeu massif et essentiel. Le 13 mai, on aura un sujet autour de l'IA et de l'éducation. Beaucoup d'enseignants sont perdus vis-à-vis de l'IA et ça pose beaucoup de questions
dans est-ce qu'on a encore besoin d'apprendre aujourd'hui avec les IA, et puis plein d'autres événements qui seront annoncés sur notre site Rosé IA. Encore merci Sylvain, à très vite. À bientôt, merci. Merci.